Donc du coup, on va passer à la dernière présentation de cette première partie. Donc, alors je vais appeler Rémi, qui est directeur de projet à l'Institut français de la vigne et du vin, en charge des études sur les arômes et les phénols, la qualité phénolique des vins, et qui coordonne une unité de mix de recherche entre l'IFV et l'INRA de Montpellier de Pêche Rouge sur la qualité des vins, et qui donc aujourd'hui va nous parler des précurseurs d'arômes et des façons d'altérer leur formation pour donc travailler sur la qualité des vins de rosé. Okay. Bonjour à tous, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez compris, à cette fin de première partie, on va parler du produit fini. Et évidemment, en Provence, on ne peut parler que des vins rosés sur l'aspect aromatique, parce que pour les vins, c'est quand même un des aspects qualitatifs les plus discriminants et le plus porteur de valeur peut-être. Donc, le lien, évidemment, avec la vigne peut être extrêmement important. Et de par la présence dans l'arôme du vin de certains composés dont la synthèse est déterminée et faite dans le raisin lui-même. Et donc il y a une influence évidemment, au-delà du cépage, des pratiques culturelles dans les teneurs de ce qu'on appelle donc communément ces précurseurs d'arômes. Alors pour commencer, je voulais vous partager une vision de l'arôme du vin qui est peut-être pas commune. Vous avez peut-être l'habitude qu'on vous parle de l'arôme du vin en décrivant composé par composé les molécules qui le constituent. De plus en plus, à l'heure actuelle, la recherche essaie d'approcher l'arôme du vin dans sa globalité et considère qu'en fait, au sein des 1000-1500 molécules qu'on a pu identifier, elles jouent toutes une même partition dans le produit fini. Et donc c'est bien l'image d'un orchestre qu'on a. Alors avec dans un orchestre, selon la façon dont il joue, la possibilité pour lui de faire que tous les instruments jouent à l'unisson et qu'on ne discerne pas un instrument par rapport à l'autre, donc on ne discerne pas la contribution d'une molécule par rapport à une autre. Et quand on a ce type de jeu, on considère que ces molécules qui jouent ce jeu-là constituent ce qu'on appelle le tampon aromatique. Ce qui fait que vous reconnaissez à coup sûr le vin par rapport à du yaourt ou à de l'eau minérale, sans coup férir. Donc cette note vineuse est jouée par l'ensemble de ces molécules-là. Des molécules que l'on retrouve dans tous les vins. J'ai été dernièrement interrogé par des journalistes de E égale M6, savoir si on était capable, par l'analyse, de distinguer un grand cru de Bordeaux d'un Bordeaux générique. Et je leur ai dit malheureusement non, ça serait trop simple. On se retrouve à la plupart de toutes les mêmes molécules. Par contre, un même orchestre peut ne pas jouer une symphonie où les instruments jouent à peu près à l'unisson, mais jouer des concertos. Et vous savez qu'une des caractéristiques des concertos, c'est qu'il y a des morceaux de solistes. Donc vous reconnaîtrez parfaitement le piano et le violon. Eh bien, il y a des composés dans l'arôme du vin qui jouent ce rôle et qu'on est capable de percevoir par eux-mêmes leur odeur propre au-delà du tampon aromatique. Donc, on les qualifie comme rompant, justement, étant capables de rompre ce tampon aromatique. Souvent, de par leur pouvoir odorant. Ce sont des molécules qui sont extrêmement odorantes et donc qui surpassent en termes d'odeur les autres molécules. Et puis enfin, on rencontre dans le vin ce qu'on peut rencontrer dans une table de mixage, c'est-à-dire certains composés qui sont capables de moduler l'intensité de telle ou telle piste, de tel ou tel instrument au sein d'une même partition. Et dans le vin, on a des composés qui diminuent l'intensité, la perception de certains composés, ou qui au contraire l'augmentent, bien qu'eux-mêmes ne soient pas perceptibles. Donc comment on peut définir ce concept dans le cas des vins rosés ou dans le cas des vins ? C'est une démarche qui est relativement complexe et il y a plusieurs méthodes chimiques. La première des méthodes qui a été utilisée, c'est d'essayer de croiser analyse chimique et analyse sensorielle.
Alors simplement sur des données d'analyse chimique et d'analyse sensorielle, et ce sont des méthodes qui, avec les méthodes statistiques classiques, ne débouchent sur rien. On arrive très rarement à des liens statistiques forts. Par contre, il y a eu des méthodes de reconstitution aromatique. Essayer, à partir d'un vin initial qu'on a désaromatisé, de reconstruire progressivement le vin pour, d'une part, hiérarchiser l'importance des différentes familles de composés, et d'autre part, essayer de déterminer quelles étaient les interactions entre les composés qui permettaient de moduler les profils des vins. Donc ça a été fait dans le cadre des vins rosés au niveau international, mais également au niveau local ici. Donc avec le Centre du Rosé, notamment, sous l'impulsion de Gilles Masson, il y a maintenant une dizaine d'années, je pense, je me trompe peut-être, c'est peut-être plus vieux, on a réussi par une désaromatisation et une réaromatisation pas à pas à déterminer l'importance des familles aromatiques dans savoir comment progressivement on s'approchait de plus en plus du vin initial en rajoutant des familles de composés. Donc et ça a permis de nommer en fait les différents acteurs dans l'orchestre des vins de rosé. Donc on a bien le tampon fermentaire, ça qui est extrêmement classique, qui est formé par les esters de fermentation, donc les composés qui sont les plus abondants générés par la levure. Mais on a des molécules d'impact, véritablement des composés clés, donc que l'on peut percevoir par eux-mêmes, et qui sont les thiols variétaux, et qui sont vecteurs véritablement d'une note distinctive et qualitative sur les rosés de Provence. Et également, on a pu déterminer un certain nombre d'exhausteurs du fruité des vins. Donc ils intensifient les notes fruitées données de manière générale par les esters. Et donc je vous les ai nommés, alors on ne va pas s'attarder sur les composés chimiques, mais des composés assez variés. Alors ce qu'il faut noter, c'est que parmi ces composés, bien, les thiols variétaux sont présents sous forme de précurseurs dans le raisin lui-même. Donc une partie de cette qualité des vins rosés est acquis à la vigne. Il en est de même pour le PDMS, la damascénone. D'autres sont purement fermentaires, bien que cette distinction du purement variétal et purement fermentaire est quelquefois un peu trop stricte. Alors avec le Centre des Rosés, on a également adopté une autre démarche qui était d'essayer non pas de faire de la réaromatisation pas à pas, mais de générer par des combinaisons des deux familles les plus importantes qu'on avait déterminées, à savoir les esters et les thiols, de voir comment des combinaisons dans des proportions différentes pouvaient expliquer, jouer sur le profil global des vins. Donc c'est ce qui a été fait en toujours désaromatisant un produit et en le réaromatisant avec ces deux familles, ester et thiol, mais dans des proportions différentes et dans des quantités différentes, qui étaient des proportions et des quantités qu'on avait déjà retrouvées dans un panel de vins commerciaux. Et ce dont on s'est aperçu statistiquement, c'est que ce ratio entre thiol et ester arrivait à expliquer trois des 4 grands profils de rosé de Provence qu'on avait dans notre panel de vins. Je ne dis pas que ce panel était exhaustif, avec des vins qui étaient extrêmement fermentaires et dans lesquels on retrouvait une prédominance d'ester fermentaire et le côté amylique, vous avez l'image de la banane qui apparaît, était fortement perceptible. Des vins dans lesquels l'éthiol était un peu plus prédominant et qui se distinguaient par des notes un peu plus soufrées, réductives, soit de buis, de pamplemousse. Et puis un profil qui est un profil qui, à l'export, sur les blancs et les rosés, est quand même relativement bien plébiscité. C'est un profil assez équilibré entre thiol et ester, qui permettait de générer une note globale de fruits tropicaux. Ananas, fruits tropicaux, fruits de la passion, qui est fortement apprécié. Donc vous voyez qu'au-delà de l'intervention individuelle des familles, les combinaisons et le ratio entre les concentrations des différentes familles peut permettre d'expliquer différents profils de vins rosés.
Alors, je ne vais pas reprendre les différents composés un à un pour voir l'impact de pratiques culturelles et également de pratiques œnologiques, parce que ce serait trop long, mais je vais me focaliser sur ces deux familles-là dont on voit l'importance dans les vins de rosé. Donc, les thiols variétaux, alors, commencent à être des composés extrêmement connus au niveau de l'arôme des vins. Je vous rappelle que 3 composés interviennent essentiellement. Thiol, vous reconnaissez la partie mercapto, donc ce sont des composés soufrés. La mercaptopentanone, donc qui a des odeurs de buis pour les... Alors ça marche comment ça ? De buis pour les occidentaux et de goyave en Amérique latine. Le mercaptohexanol qui a une forte odeur dans les vins blancs et rosés de pamplemousse et dans les vins rouges est plutôt associé aux odeurs de cassis et de feuilles de cassis. Et puis l'acétate de mercaptohexanol qui a des odeurs de fruits de la passion ou de zeste d'agrumes. Alors, ce sont des composés variétaux, donc présents sous forme de précurseurs dans les baies de raisin, mais présents dans énormément de cépages, et on les retrouve dans énormément de vins. On a cru un temps que c'était une particularité, notamment des vins de Sauvignon, ce qui est vrai pour la mercaptopentanone. Mais pour le mercaptohexanol et son acétate, vous voyez la liste des cépages que j'ai mis, et c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Je dirais qu'à l'heure actuelle, si on sait les doser, on les trouve à peu près partout, évidemment des teneurs très variables. Alors ne vous effrayez pas, mais c'est pour vous montrer la complexité de la biogénèse de ces thiols variétaux dans les vins. Je vous ai dit composés présents sous forme de précurseurs dans les raisins et les mous. Vous avez ici les familles de précurseurs, donc déconjugués soit à la cystéine, soit au glutathion, que vous avez là, soit un composé en C6 qui est l'hexénal. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces composés sont inodores, présents dans les raisins et dans les mous, et c'est que sous l'action de la levure au cours de la fermentation alcoolique, que ces composés vont être clivés pour donner le 3-mercaptohexanol et le 3-mercaptohexanol et la mercaptopentanone. Donc les deux composés importants au niveau de l'arôme des vins. L'acétate de 3-mercaptohexyle étant formé par la levure, mais à partir du 3-mercaptohexanol libéré. Autre point qu'il faut retenir, c'est que la levure est quelque peu feignante dans cette réaction de clivage, puisqu'elle ne clive qu'à peu près 1 à 4% des précurseurs qu'elle a à disposition. Et elle utilise le reste des précurseurs quand elle les utilise, essentiellement, vraisemblablement, comme source d'azote, puisqu'ils sont pour la plupart conjugués à des acides aminés. Donc un rendement très faible, et une réaction qui se fait exclusivement au moment de la fermentation. Donc je touche là le distinguo qui est difficile à l'heure actuelle à faire entre des composés variétaux. Oui, ce sont des composés variétaux, mais ce sont aussi des composés fermentaires, puisqu'ils sont formés par la levure, au final. Donc c'est souvent très difficile maintenant de faire une limite stricte à ce niveau-là. Alors évidemment, quand on a des composés qui sont présents sous forme de précurseurs dans le raisin, on s'attache à regarder quelle peuvent être l'influence de pratiques culturelles au niveau des teneurs en précurseurs. Quand on a affaire à un schéma biosynthétique aussi complexe que ça, il ne faut pas s'attacher uniquement à la teneur des précurseurs, mais il faut voir si les pratiques culturelles ne sont pas également à même de modifier, en agissant sur la physiologie de la levure, de modifier les rendements de libération des thiols. Ce sont les deux leviers que l'on peut avoir. Alors, au vignoble, évidemment, quels sont les facteurs clés ? Un des facteurs clés, c'est la gestion de la contrainte hydrique et la gestion de la date de récolte associée à cette contrainte hydrique. Alors, le diagramme que je vous montre est le contre-exemple, puisque c'est un diagramme issu d'expérimentations faites dans le Gers. Donc, vous vous dites bien que la contrainte hydrique dans le Gers, même si eux disent qu'ils en ont, elle n'est pas la même qu'ici. Donc, c'est un vignoble, on va dire, en forçant le trait sans contrainte hydrique, et on s'aperçoit que dans ce type de vignoble on n'a pas de problème de date de récolte, et on ne rencontre pas ce que la pratique nous indique ici, c'est savoir que des maturités tardives de raisins amènent moins de thiols dans les vins.
Si on a peu ou pas de contraintes hydriques, on n'est pas dans ce cas-là. Et donc c'est bien la gestion conjointe de la date de récolte par rapport à la contrainte hydrique qui est importante à considérer dans le choix de la récolte ou de la conduite du vignoble. Au niveau de la conduite du vignoble, c'est quelquefois quelque chose qui est un peu oublié maintenant. C'est que certains résidus de produits phytosanitaires, et notamment les résidus de cuivre, sont totalement néfastes aux tioles et à l'émergence des tioles, tout simplement parce qu'ils vont les complexer de manière chimique. Le cuivre complexe les tioles. C'est une méthode d'ailleurs d'épuration de l'eau. Quand on a des résidus de métaux lourds, on génère de l'H2S dans les stations d'épuration et on épure l'eau comme ça en captant les résidus. Donc méfiez-vous des traitements tardifs à base de cuivre. Ils sont un peu à proscrire dans le cas de production de vin tiolé. Autre facteur clé au vignoble, c'est la fertilisation azotée. Alors évidemment, fertilisation azotée, soit par amendement au sol, et là vous voyez donc des expérimentations faites dans la région bordelaise. En ordonnée, c'est le pourcentage d'augmentation par rapport à un témoin non fertilisé. Vous voyez qu'un amendement au sol d'azote bien conduit permet d'augmenter de plus de 400% des teneurs en précurseurs cistinylés du 3-mercaptohexanol, ce qui est très important. Quand on regarde les facteurs de variation dus à des pratiques viticoles sur les arômes, c'est très rare qu'on atteigne des pourcentages d'augmentation de ce type-là. Un peu moins sur la mercaptopentanone. Alors ceci qui est le glutathion, je vous l'ai mis parce que c'est un antioxydant naturel du raisin. Et c'est très intéressant de voir que la fertilisation azotée permet des teneurs en glutathion dans les raisins beaucoup plus importantes. Et donc avoir un antioxydant naturel dans les raisins pour la gestion des opérations préfermentaires et la conservation des vins après, c'est quelque chose de très intéressant. Donc n'oubliez pas quand même que ces 400% d'augmentation vont passer par le crible de la levure qui ne va en retenir que 1 à 4%. Donc, faut modérer l'enthousiasme quand on augmente les teneurs en thiol en l'espèce, parce qu'il y a ce crible de la levure qui ne convertit qu'une partie des thiols. L'autre possibilité en termes de fertilisation azotée, c'est d'utiliser une technique qui est un peu plus versatile, qui est la pulvérisation d'azote foliaire. Alors un peu de manière détournée, puisque c'est pas le volant fertilisation azotée et impact sur la croissance végétative que l'on va utiliser, mais c'est l'impact sur la composition de la baie de raisin, et on va dévier cette technique par le positionnement au niveau de la phénologie du raisin, puisqu'on positionne, quand on veut augmenter les teneurs en thiol, on positionne cette technique en encadrement de la véraison, où elle n'a pas d'impact sur la croissance végétative et la vigueur. Et vous voyez dans ces graphiques-là, donc issus d'un très grand nombre d'expérimentations, que plus on pulvérise d'azote foliaire, entre 10 et 20 kg d'azote par hectare, d'unités d'azote par hectare, plus on augmente les teneurs en thiol de façon importante. Et vous avez ici aussi un aspect très important, c'est que sur des terroirs ou des vignobles qui produisaient traditionnellement des vins avec peu de thiol, l'impact de la fertilisation foliaire est beaucoup plus important que sur des terroirs qui étaient déjà bien équilibrés pour la production de ce type de raisin-là. Donc là, on a un levier qui s'avère très intéressant, qui ne fonctionne cependant que quand la vigne n'est pas en contrainte hydrique sévère. Et toutes les expérimentations qui ont essayé en région méditerranéenne de faire de la pulvérisation d'azote foliaire sans contrôler la contrainte hydrique, sans maîtriser la contrainte hydrique, n'ont pas débouché sur des résultats intéressants. Alors si on regarde en termes de mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans les raisins, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il n'y avait pas d'augmentation des précurseurs de thiol. Pas véritablement, pas à la mesure de l'augmentation des thiols qu'on avait dans les vins. Par contre, on avait une augmentation très forte de l'azote assimilable dans les mous. Vous avez j'arrive pas à voir. Oui, donc le témoin en vert et en violet, différents lots traités en pulvérisation d'azote foliaire. Vous voyez qu'on augmente fortement l'azote des mous.
Et on augmente essentiellement la partie azote aminé et pas tellement la partie azote ammoniacal. Donc il y a une différenciation de la composition azotée des mous. Et vous verrez que c'est là, vraisemblablement, l'explication, je vous l'expliquerai plus tard, l'explication de l'augmentation des teneurs en thiol. Donc c'est un effet collatéral ou secondaire, ce n'est pas un effet direct sur les précurseurs de thiol. Alors après, évidemment, je ne peux pas m'arrêter à des pratiques culturelles s'agissant des thiols, puisque, je vous l'ai dit, l'étape clé, ou le goulet d'étranglement, c'est la fermentation. Et donc, il faut s'intéresser à ce qu'on peut faire à la cave pour essayer de favoriser, d'une part, l'extraction des précurseurs de thiol et d'autre part, leur libération sous forme donc, de composés volatiles à partir des précurseurs. Alors, différentes techniques sont à disposition, je ne vais pas vous les détailler. Il a beaucoup été question de pressurage inerté par rapport à des pressurages sans précaution particulière vis-à-vis de l'oxydation. Il n'y a pas de règle générale à en tirer. Pour certains cépages, ça peut être extrêmement bénéfique. Pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. Ça n'est jamais négatif d'inerter au pressurage. Un atout systématique de l'inertage au pressurage, c'est que si votre mou a besoin d'oxygène ensuite, vous pouvez lui apporter de manière raisonnée après pressurage, plutôt que de subir l'oxydation dans un pressoir donc sans gaz inerte. D'autres techniques préfermentaires sont aussi intéressantes. Stabulation des mous à froid sur leur bourbe. Vous voyez que plus on stabule les mous, plus les teneurs en thiol libérées sont importantes, sans que pour le moment on ait élucidé le mécanisme sous-jacent. Et puis bien évidemment, le choix de la souche de levure et la température de fermentation. Donc je ne vais pas vous détailler les souches de levure à thiol, les fournisseurs de levure le font très bien. Sachez cependant que c'est la combinaison levure et nutrition azotée de la levure qui est importante à considérer. Et également la température de fermentation, chose un peu particulière, notamment pour les fermentations en blanc et rosé, ce sont plutôt des températures de fermentation élevées et pas des températures de fermentation basses qui favorisent la libération des thiols. Alors, à la cave, toujours, la nutrition azotée, et la nutrition azotée de la levure, bien évidemment, est d'une importance primordiale. Et on va recouper les aspects viticoles et expliquer d'ailleurs le mécanisme impliqué dans la pulvérisation d'azote foliaire. Ce dont on s'est aperçu, c'est que ces thiols étaient libérés dans les 2-3 premiers jours de la fermentation. À un moment donné, où la levure va puiser essentiellement en termes de source d'azote, l'azote ammoniacal, s'il est majoritaire et excédentaire. Et je vous ai dit que la levure était une grande feignante. Donc si elle a besoin que d'azote, si elle a beaucoup d'azote ammoniacal à disposition, elle ne va pas mettre en place les transporteurs des acides aminés, qui sont l'autre source pour permettre de faire rentrer l'azote dont elle a besoin dans la cellule. Le souci pour les thiols, c'est que les transporteurs des précurseurs de thiol dans la levure, puisque c'est la première étape avant leur clivage, c'est qu'ils soient transportés dans la levure, eh bien ces transporteurs, il n'y a pas de transporteur spécifique aux précurseurs de thiol, et ils utilisent essentiellement les transporteurs des acides aminés. Donc vous comprenez bien que si la levure a un mou extrêmement riche en ammonium devant elle, elle ne va pas mettre en place ces transporteurs n'en ayant pas besoin, parce qu'elle n'a pas besoin d'acides aminés pour le moment, et donc elle va limiter de ce fait le transport des précurseurs de thiol en son sein. Si le transport a lieu plus tard, le problème c'est qu'elle n'a plus l'activité enzymatique pour les cliver plus tard dans sa physiologie. Donc il faut absolument favoriser l'entrée des précurseurs de thiol dans les premiers jours de la fermentation. Et donc favoriser des équilibres entre ammonium et acides aminés plus en faveur des acides aminés. Donc vous voyez ici l'effet quantitatif. Là, on a rajouté en fait un excès d'azote. Donc vous voyez le rendement, la teneur en thiol qui chute et le rendement de conversion qui chute dû à la limitation du transport des précurseurs dans la levure. Donc,
comment on fait pour avoir des raisins plus riches en azote aminé qu'en azote ammoniacal? C'est le cas général. Grosso modo, le raisin, si on compte en azote assimilable, en azote, c'est 70% d'azote aminé, 30% d'azote ammoniacal. Pour éviter ces phénomènes-là, il faut essayer d'aller vers encore plus d'azote aminé. La pulvérisation d'azote foliaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente l'azote aminé dans les mous. Donc, on a vraisemblablement une explication du mécanisme d'augmentation des teneurs en thiol, alors qu'on n'a pas d'augmentation des précurseurs de thiol. En fait, on favorise leur entrée dans la levure, et donc on favorise leur clivage. Et également, bien évidemment, comme l'œnologue aime bien rajouter certains produits, vous savez bien que la nutrition azotée de la levure, c'est quand même un levier, ça a été un levier pour maîtriser les fermentations, notamment en termes cinétiques. Et quand vous avez le choix entre un produit qui coûte 1 euro et un produit qui coûte 5 euros, lequel choisissez-vous? Celui qui coûte 1 euro. Mais le problème, c'est que c'est l'ammonium qui coûte 1 euro. C'est l'ordre de grandeur. Donc, si vous ajoutez de l'ammonium fortement pour augmenter l'azote assimilable de vos mous, certes, vous allez fermenter rapidement, achever vos fermentations, mais ça se fera au détriment de la libération de thiol. Et c'est ce que vous voyez ici. Sur l'ajout, alors là c'est de l'ammonium, du sulfate diammonique, sur un mou qui était à 150, on l'a porté à 200 par ajout de différents nutriments azotés. Et vous voyez que ce qui marche bien, ce sont des dérivés de levure, au moins au départ, les dérivés de levure étant riches en acides aminés et moins en azote ammoniacal. Donc tout va dans le même sens, c'est-à-dire que les premiers jours de la fermentation, favoriser une nutrition de type azote aminé plutôt qu'une nutrition de type azote ammoniacal. Qu'en est-il des esters? Alors les esters, c'est beaucoup plus simple en termes de biosynthèse. C'est beaucoup plus simple, mais c'est quand même lié à deux métabolismes fondamentaux de la levure. Le métabolisme azoté, dont une dérivation amène en fait à la formation d'alcool supérieur, qui sont les précurseurs d'une catégorie d'esters, les acétates d'alcool supérieur. Donc en fait, c'est là une réaction qui est nécessaire à la levure. La levure, elle n'a pas notre problème, elle n'a pas besoin d'acide aminé essentiel, parce qu'elle est capable, à un système enzymatique de transamination, et elle est capable de transformer un acide aminé en un autre. Mais le déchet de cette transamination, c'est ça, en fait. Alors, on ne dit pas déchet, on dit métabolisme secondaire. C'est la formation d'alcool supérieur et d'acétate, donc des composés aromatiques. Et les autres esters, donc, qui sont les esters éthyliques, donc dans les acétates d'alcool supérieur, celui que vous connaissez le mieux, c'est l'acétate d'isoamyle, bien évidemment. Les esters éthyliques, là, c'est plus lié, vous voyez, au métabolisme des sucres. Donc, ce dont on s'aperçoit en termes de pratiques viticoles, c'est que toutes les pratiques viticoles qui vont avoir tendance à augmenter la teneur en azote aminé, encore une fois, vont augmenter les teneurs en acétate d'alcool supérieur. Donc, ces composés d'arômes très flatteurs, ils sont assez fugaces dans le temps, au bout de 6 mois, ils s'hydrolysent, mais au départ, extrêmement flatteurs. Et vous voyez ici la différence entre... pour une même teneur d'azote assimilable dans les mous, le fait d'utiliser de l'azote ammoniacal et le fait d'utiliser du diammonium de phosphate. Vous voyez que vous augmentez, vous avez des teneurs en acétate d'alcool supérieur bien plus importantes en favorisant donc, les acides aminés. Donc ça, c'est véritablement le levier sur les esters, il est là. Vous voyez qu'on n'a pas de levier sur les esters éthyliques, métabolisme des sucres. Alors certes, avoir des raisins plus mûrs va vous donner un peu plus d'esters éthyliques. On n'est pas dans cette tendance quand même à l'heure actuelle dans la production de vin. Bon, il ne faut pas oublier évidemment que ces esters sont formés par la levure. Et donc, l'aspect œnologique est important, avec des turbidités faibles, des souches de levure. Il y a notamment un gène qui est très important dans la levure, qui fait la dernière réaction d'acétylation. Donc, vous avez des souches de levure beaucoup plus aptes à former des acétates. La nutrition azotée, donc on l'a vu au niveau vignoble, mais au niveau cave, c'est la même chose. Les nutriments azotés, style dérivés de levure, sont beaucoup plus favorables à l'émergence d'acétates. Et là, en revanche, les températures de fermentation, eh bien, ça va être des températures de fermentation faibles qui vont permettre d'avoir le plus d'esters dans les vins.
Alors, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, c'est pas un mécanisme de physiologie de la levure à ce niveau-là, mais le mécanisme majoritaire, c'est qu'en fait, à faible température, vous en perdez moins dans l'atmosphère au cours de la fermentation. Donc, c'est simplement la volatilité des composés qui est en jeu et qui est abaissée par la température. Donc, pour terminer, donc vous avez vu qu'il y a de nombreux paramètres à piloter pour essayer de maîtriser les teneurs de ces deux familles. On n'a parlé que de deux familles, ester et éthiol. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que dans le cadre d'une production de vin à thiol, on a vu différents paramètres d'impact. Ce qu'il faut que vous ayez en mémoire, c'est que tous les feux doivent être au vert. Et que si, à une étape, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous risquez de mettre à mal tous les efforts que vous avez faits en amont et ne pas réussir à avoir des vins avec des teneurs en thiol suffisantes. Ce qui apparaît également, c'est que il est très difficile de faire des vins contenant à la fois des thiols et des esters en quantité importante. Il y a notamment un levier qui est discriminant, c'est la température de fermentation. Donc, avoir plutôt des vins, alors je sais que le mot fait peur, mais des vins ingrédients, c'est-à-dire un vin dont on a mis tous les voyants au vert pour faire des thiols, et puis un vin dont on a mis tous les voyants au vert pour faire des esters, et de jouer sur l'assemblage, c'est certainement à court terme la solution la plus adéquate. Enfin, l'azote, par contre, est un levier, et l'azote aminé, c'est le même levier pour les esters et pour les thiols. Donc toutes les techniques que vous pouvez utiliser dans un cas seront également valables dans l'autre. Et c'est notamment intéressant au niveau viticole. Donc on a parlé de l'intérêt évidemment de l'assemblage quand on veut générer ces différents équilibres entre ester et thiol et essayer de les piloter. Et ensuite, et ça c'est un des axes que je mène, c'est d'essayer, parce que je vous ai montré beaucoup d'opérations d'expérimentation monofactorielle, c'est de faire des itinéraires complets, de tester des itinéraires complets. Pour vous donner tous les moyens de savoir si vos voyants sont tous au vert et donc de proposer ces itinéraires intégrés, intégrant également, et je ne les ai pas du tout développés, tous les aspects post-fermentaires et de conservation des vins. Je vous remercie de votre attention. On va prendre une question assez rapide, puis après on fera la pause. On a à peu près une demi-heure de retard, donc. J'avais juste une question sur les itinéraires intégrés. Vous avez abordé le problème du cuivre par rapport aux pulvérisations d'azote foliaire. Nous, effectivement, c'est une technique qui a tendance à se développer. Et je pense qu'on manque de références là-dessus, parce que quand on parlait du cuivre, c'était surtout sur le blanc, le sauvignon, c'était des doses de cuivre. À l'époque, on parlait de doses de 15 kilo-hectares. Aujourd'hui, on est sur des doses beaucoup plus réduites. Est-ce que c'est vrai sur des cépages comme le Grenache ou le Syrah? Est-ce que, quand vous dites des applications tardives, ça veut dire quoi, concrètement? Pour les bio, notamment, ou même d'autres qui utilisent du cuivre, des étés comme l'année dernière, là où il n'a pas plu, le cuivre, même appliqué de manière précoce, il est encore présent. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des études complémentaires à effectuer là-dessus, parce que c'est bien beau de faire des applications foliaires, mais si... et encore, on a la chance ces dernières années de ne pas avoir de problème de mildiou mosaïque, mais si on a des attaques tardives, comment on fait, quoi? À part le cuivre, je vois difficilement ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Vous avez parfaitement raison, et les seules données qu'on ait sont des données effectivement sur vin blanc, et des données qui sont relativement anciennes, qui ont 20-25 ans. Où il y avait des liens entre teneur résiduelle de cuivre des mous et thiol. Donc il faut effectivement rebalayer ça à l'aune des pratiques actuelles sur les traitements phytosanitaires. C'est clair. Donc là, moi, c'est des grandes lignes directrices que je peux vous donner. Je suis incapable de vous dire le tardif, vous arrêtez à tel moment pour les traitements en cuivre et pas plus de temps de résidus. Ensuite, il y a quand même eu aussi beaucoup de progrès dans les traitements préfermentaires des mous pour éviter les effets collatéraux du cuivre. Des aspects de collage des mous peuvent être intéressants. Alors en rosé, c'est un peu délicat avec la couleur,
Mais il y a des choses qui peuvent émerger en traitement des mous pour enlever le cuivre et le fer et d'autres métaux lourds qui seraient négatifs à l'émergence des thiols dans les vins. J'avais une petite question. Vous avez parlé de l'impact du déficit hydrique sur les thiols. Est-ce que vous avez des études sur l'impact de la lumière et de la température sur les grappes au niveau des thiols? Alors, il y a eu des études qui ont été faites dans le Gers. Alors, encore une fois, ça fait une quinzaine d'années. Il me semble que la conclusion des études, c'est que c'était pas forcément favorable et les feuillages, notamment les effeuillages tardifs, étaient à proscrire. Voilà. Donc après, le mécanisme réel, on aurait tendance à penser que c'est plutôt sur des aspects polyphénoliques et accumulation de polyphénol qui vont, en post-fermentaire, piéger en fait les thiols quand ils s'oxydent. Voilà. Merci. Ok, merci Rémi. Du coup, on va prendre une petite pause et à tout à l'heure pour la deuxième partie.